À présent, gagnons Bièvre, au sud de Versailles. Qu'est-ce que Victor Hugo affectionnait ici? Donc Victor Hugo venait chez les Bertin ici. C'est la vue qu'il avait lorsqu'il arrivait ici. Il venait en calèche. Bertin a envoyé sa calèche à Sceaux, car Hugo prenait la diligence de Paris pour venir jusqu'à Sceaux. Et à Sceaux, il prenait la calèche que lui envoyait Bertin pour venir ici avec sa femme et ses enfants. Donc c'est un lieu de vacances pour Hugo. Il vient sur une dizaine d'années. Au départ, il vient pour le salon Bertin. Mais en fait, une amitié s'est créée entre les deux personnages et il vient aussi pour les vacances. Donc c'est pour Hugo un lieu où il va passer un moment en famille. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, donc le lieu évidemment se prête à des promenades qu'il affectionnait particulièrement. Et puis c'est un lieu où la présence de la nature l'amène à méditer et il écrira de très nombreuses poésies lors de ses nombreux séjours au château des Roches. Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu. Ici l'âme contemple, écoute, adore, aspire et prend pitié du monde, étroit et fol empire, où l'homme tous les jours fait moins de place à Dieu. Alors Victor Hugo, quand il vient au château des Roches, devait s'inspirer évidemment beaucoup du parc, car il aimait deux choses, le parc et la musique. Et que quand il s'installait, il y restait longtemps. Et il observait vraiment jusqu'au moindre détail, les moindres petits insectes, le moindre brin d'herbe, devenait l'occasion pour lui de restituer vraiment la beauté du paysage qu'il avait sous les yeux. Donc Hugo n'est pas un enfant de l'image, c'est un enfant du mot. À l'époque, au XIXe siècle, il n'y a que le journal, il n'y a ni radio, ni télévision. Donc il doit tout restituer par les mots. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, tout ce que lui inspire la nature. Alors en plus chez Hugo, dans l'observation de la nature, il y a aussi le moyen de s'interroger sur le sens de la vie et de la mort. Pour Hugo, on est des êtres humains, on doit s'interroger sur cette question fondamentale de la vie et de la mort. Et la nature l'a inspiré beaucoup pour ce genre de pensée. Alors par exemple ici, vous avez cette vue magnifique avec la vue sur l'étang, avec loisir à penser et à observer. Et pour finir, cap sur Villequier, en Seine-Maritime. C'est en 1820 qu'Isidore Vacry fait édifier à Villequier, près du Havre, sa maison de vacances sur les bords de Seine. La famille Vacry donc, est une famille à l'origine de pilotes ils sont originaires du Havre, ils se sont progressivement enrichis jusqu'à devenir armateurs. Le cadet des trois enfants, Auguste, est un lycéen surdoué, épris de littérature et surtout de l'œuvre de Victor Hugo. Auguste que vous avez ici et qui est en fait le lien entre les familles Vacry et Hugo. Après lui avoir adressé maintes lettres enflammées, il est enfin reçu par le poète à Paris, place Royale, et côtoie ainsi dans le Salon Rouge les plus grands écrivains de l'époque. Et progressivement, il est lui-même devenu poète, auteur dramatique et aussi journaliste. Il est toujours resté un grand proche, un grand ami de Victor Hugo. Il a été véritablement considéré comme un troisième fils. Nous reparlerons d'Auguste Vacry plus tard. Pour l'instant, préoccupons-nous de Léopoldine, la fille aînée de Victor Hugo. Sa fille aînée, donc Léopoldine, a vraiment été, si on peut dire, le plus grand amour de sa vie. S'il y a une femme à laquelle il est resté fidèle jusqu'au bout, finalement, c'est Léopoldine. Elle a été véritablement l'âme du foyer. Elle était toujours présente. On recevait les amis, y compris les sommités de l'époque, en présence de Léopoldine. Donc c'était quelque chose de nouveau à l'époque dans les salons parisiens dont les enfants étaient exclus. Elle a été le premier enfant à participer à la vie mondaine. Elle est tombée amoureuse en 1839 lors de son premier séjour à Villequier. Elle était venue donc avec ses frères, sa sœur et sa mère sur invitation d'Auguste Vacry. Auguste Vacry était amoureux d'elle, mais ce n'est pas lui qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est son frère aîné Charles. On peut se demander pourquoi une demoiselle aussi brillante et à laquelle s'offrait un si grand avenir est allée jeter son dévolu sur un jeune homme qui était somme toute assez fade et qui n'était pas un intellectuel, qui n'avait rien de brillant.
alors que son frère était lui un jeune homme qui aurait trouvé grâce aux yeux de son père. Mais non, ce qu'elle a cherché finalement, c'est un homme qui était l'opposé de son père. Les choses ne se sont pas faites sans mal. La relation est restée secrète en fait jusqu'en 1842. Lorsque la demande a été faite à Victor Hugo, les choses ont été extrêmement difficiles. D'abord parce qu'il s'est senti trahi en apprenant que sa femme et sa fille finalement complotaient derrière son dos depuis plusieurs années et lui cachaient quelque chose d'aussi important. Donc il a été extrêmement blessé et froissé. Et ensuite il a fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher ou pour retarder. Il a prétexté des douleurs dans les mains pour ne pas pouvoir signer et ne pas pouvoir répondre au courrier de monsieur et madame Vacry, donc, qui demandait la main de Léopoldine. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve ensuite dans Les Misérables, lorsque Jean Valjean refuse de signer l'acte de mariage de Cosette en prétextant qu'il a mal au bras. Finalement, le mariage est célébré le 15 février 1843, place Royale, un jour bien triste pour la famille Hugo, qui voit s'éloigner la Didine adorée. Et aussitôt après le mariage, les deux jeunes mariés sont partis pour Le Havre, où ils ont vécu donc jusqu'à leur mort. En fait, elle découvre une vie qui est bien terne par rapport à tout ce qu'elle avait pu connaître à Paris, de mondanité, de bal, de sorties au théâtre, puisqu'elle elle participait totalement à la vie de ses parents. Là, elle se retrouve confinée en fait dans un intérieur bourgeois, provincial. Elle découvre en fait la solitude et l'ennui. 31 août 1843. Victor Hugo et Juliette Drouet visitent le lac de Gaupe dans les Pyrénées. Un guide leur raconte qu'un couple de jeunes mariés y a trouvé la mort, noyé quelques mois plus tôt. Était-ce là un signe du destin? 5 jours plus tard, le 4 septembre 1843, Léopoldine, Charles, son oncle, et le fils de ce dernier se rendent en bateau à Côtebec-en-Caux, chez le notaire de la famille. L'aller se passe sans encombre, mais au retour, c'est le drame. Donc au lieu-dit le Dodane, qui est un petit peu plus loin qu'on peut voir d'ici, en fait entre deux collines, il y a une sorte de couloir. Dans ce couloir, le vent s'engouffre et le courant d'air affecte la barque, qui était donc mal lestée avec des pierres, se renverse. Toutes les pierres ont roulé du même côté et l'embarcation a versé. Il n'y aura aucun survivant, tous les 4 mourront noyés. Madame Vacry donc sera la première à avoir la nouvelle puisqu'elle était à Villequier. Madame Hugo, elle, est avec les enfants au Havre. Elle est avertie quelques heures plus tard par Auguste Vacry. Et bizarrement, on lui apprend la nouvelle et on la met dans un train avec ses enfants, on la renvoie immédiatement à Paris. Ce qui fait que lors de l'enterrement, quelques jours plus tard, il n'y aura aucun membre de la famille Hugo. Victor Hugo n'apprendra la nouvelle que 5 jours après, en lisant un journal à Rochefort où il est en voyage avec Juliette Drouet. Il est à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille et en dehors du chagrin, la première chose qu'il ressent, c'est une culpabilité absolument immense. Puisqu'il a abandonné sa femme et ses enfants pour partir en vacances avec sa maîtresse. C'est quelque chose de terrible et finalement il en veut un petit peu à Juliette Drouet d'être là et d'être vivante alors que lui a trahi les siens et il repart aussi vite qu'il le peut à Paris retrouver sa femme et les 3 enfants qui lui restent. C'est un deuil finalement que lui et son épouse porteront jusqu'à la fin de leur vie. L'ombre de Léopoldine sera toujours présente avec eux, auprès d'eux. On le voit durant la période de l'exil avec l'épisode des tables tournantes, où la première personne que l'on appelle lorsqu'on fait tourner les tables, c'est Léopoldine. On peut dire que la vie de Victor Hugo est coupée en deux, en quelque sorte. Il y a, comme il le dit très bien dans les Contemplations, il y a le passé avec Léopoldine et il y a donc après septembre 43 et ce deuil absolument terrible et irréparable. Victor Hugo s'éteindra 42 ans plus tard, en 1885. Après 3 jours de deuil national et des funérailles grandioses, il sera inhumé au Panthéon à Paris. Mais son cœur, lui, demeure au petit cimetière de Villequier, auprès de sa fille adorée, Léopoldine.